je suis coordonnateur des services à l'enseignement secondaire à la Fédération des établissements d'enseignement privé, qui regroupe 160 établissements, un établissement près, un ou deux, dont une soixantaine d'établissements au primaire, quelque chose comme 120 établissements au secondaire. Certains établissements regroupent à la fois l'ordre de l'enseignement au primaire et au secondaire, et 11 établissements d'adaptation scolaire. Ma feuille de route est la suivante en ce qui me concerne. Je ne suis à la Fédération que depuis août dernier. Auparavant, les 4 dernières années, j'ai été 4 ans à la direction générale de l'École des Ursulines de Québec et auparavant 21 ans au Petit Séminaire de Québec où j'ai été enseignant en mathématiques au secondaire, au collégial, directeur des études, responsable de l'implantation du programme d'éducation internationale également. Je viens aujourd'hui, très humblement, vous faire la présentation d'un document que vous avez entre les mains, qui a pour titre l'intégration des nouveaux enseignants. C'est un document de référence. C'est un document de référence qui a été, qui fait partie d'une collection qui a été élaborée à la Fédération à la fin des années 90, début 2000, donc entre 98 et 2000, quelque part par là, une série de documents pour le développement des ressources humaines, certains portant, dont une première section portait sur l'évaluation des cadres, donc une politique type de développement des ressources humaines, un document plus général, une série de documents de politique de compétences et des clés d'évaluation, tant pour les directions générales, les directions des études, les directions des services aux élèves ou les directions des services administratifs. On retrouvait également dans cette collection des documents d'évaluation pour le personnel enseignant, un cadre de référence là aussi, mais également des formulaires, un formulaire de guide d'utilisation pour faciliter l'observation en classe, et le document qui nous intéresse aujourd'hui. Oui, madame? On voulait approcher votre micro. C'est pour les besoins de Sébastien. Merci. Voilà. Oui, voilà. Comme ça va bien comme ça? Très bien. Alors, le document, donc, qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, l'intégration des nouveaux enseignants. Cette collection, elle a été développée dans le contexte suivant. Je vous ai dit que c'était entre 98 et 2000. La réalité dans le réseau d'enseignement privé, c'est que l'on faisait face, comme partout ailleurs, à des départs massifs pour la retraite. Je pense simplement dans le milieu où j'étais à ce moment-là, je me souviens très bien, en juin 97, j'étais au Petit Séminaire de Québec et j'ai vu partir à ce moment-là 10 de mes collègues enseignants, des personnes qui avaient encore le feu sacré, mais qui avaient une opportunité qu'ils ne pouvaient pas laisser passer. 10 personnes qui représentent des piliers à l'intérieur d'un établissement sur un corps professoral qui en contenait une soixantaine, c'est beaucoup. C'est un pan de la mémoire institutionnelle qui a quitté à ce moment-là. Et cette réalité que l'on a vécue dans un établissement, en particulier, elle se reflète également dans plusieurs autres écoles. Il y a également le phénomène de ce qu'on appelle le processus de relève institutionnelle que l'on retrouve au privé. La relève institutionnelle, c'est lorsque les communautés religieuses passent le flambeau à des corporations laïques pour prendre la relève. Alors évidemment, ces dernières années, on a vu cette réalité-là se multiplier. On observait également une mobilité accrue du personnel, une difficulté à retenir les enseignants à l'intérieur de certaines écoles, soit parce qu'elles quittaient des écoles privées pour aller dans d'autres écoles privées ou encore vers le secteur public. Donc, ça a amené, il y avait donc une nécessité dans ce contexte-là, pour nous, comme fédération, qui était de soutenir les écoles dans le domaine de la gestion des ressources humaines et de passer de la tradition orale à la tradition écrite. Quand on est au réseau privé, on entend beaucoup parler de ce que l'on appelle la culture du milieu, de l'esprit du milieu.
Dans certaines écoles, on va beaucoup s'en remettre à certains moments à la pensée du fondateur ou de la fondatrice. Une image pour illustrer ça. Quand je suis arrivé aux Ursulines en août 1998 à la direction générale, le secondaire venait de fermer ses portes à cette école-là. C'était une école qui était, les Ursulines c'est dans le cœur du Vieux-Québec. Le secondaire était en perte de clientèle. Ils ont dû prendre la décision de fermer. Donc le milieu était démobilisé. C'était le mois d'août, il faisait chaud, on est dans le Vieux-Québec, il n'y a pas d'air climatisé. Je me souviens très bien de cette religieuse un peu frêle qui arrive dans mon bureau et qui dit « Monsieur Bouchard, lisez ça, c'est important. » Oui, la pensée d'Angèle Mérici. Oui, j'en doute pas. Mais encore, Angèle Mérici, c'est la fondatrice des Ursulines, de la communauté des Ursulines, qui a été fondée au Moyen Âge. D'accord? Quand j'ai vu arriver, j'ai vu le petit livret, je le vois encore, j'ai dit, c'est important, mais il me semble que mes priorités actuellement, bon, mais je sentais qu'il y avait là quelque chose d'important. J'ai passé 4 ans aux Ursulines, effectivement. Au Québec, on retrouve plusieurs écoles Ursulines. Il y en a au Québec. Les Ursulines n'ont pas fondé que l'école du Vieux-Québec. Elles ont fondé le Collège Mérici. Elles ont fondé à Trois-Rivières le Collège Marie-l'Incarnation. Elles ont fondé le Collège La Flèche. À Stansted, on retrouve le pensionnat des Ursulines. Institut familial à Robertval, etc. Et au cours des 4 années, où j'étais là, j'ai eu l'occasion d'échanger avec des collègues de ces écoles-là sur la pensée d'Angèle Mérici. Plus que ça, j'ai eu l'occasion de participer à des rassemblements aux États-Unis où on retrouve au-delà d'une centaine d'écoles ursulines, pas toutes fondées par Marie-l'Incarnation, d'autres fondatrices également, mais j'ai participé à des rassemblements des directions de ces écoles-là où on se ramenait toujours à la pensée d'Angèle Mérici. J'avais comme mandat de relancer cette école-là, de repositionner cette école-là parce que maintenant elle prenait en compte l'enseignement au préscolaire et au primaire. J'avais comme mandat aussi de redéfinir le projet éducatif de l'école. Et c'est là que j'ai réalisé que, oui, la pensée d'Angèle Mérici pouvait s'actualiser dans un projet éducatif en 2003, parce que quand on parle de force de l'unité, puis quand on parle du souci apporté à chaque individu, ce qui était les préoccupations d'Angèle Mérici, il faut en tenir compte dans un projet éducatif en 2000, et que ça n'exclut pas de tenir compte de l'intégration d'éthique à l'apprentissage, entre autres choses. Donc, c'est une image que je vous donne, et pour vous faire voir que lorsque l'on arrive ou lorsque l'on se retrouve dans une école qui, comme celle-là, l'année de fondation c'est 1639, il y a une culture derrière qu'on ne peut pas ignorer, qui est là. On ne peut pas ignorer ces choses-là, et on se retrouve devant une lourde responsabilité de poursuivre l'œuvre de manière à éviter la rupture. Voilà, alors c'est pour vous décrire le contexte. Quand je parlais de passer d'une tradition orale à une tradition écrite, oui, la pensée, il y a des choses, il y a beaucoup d'oral, on s'en remet beaucoup à une tradition, mais devenait important pour nous, dans le contexte de l'enseignement privé, d'écrire les choses de plus en plus. Le document que vous avez entre les mains, bien sûr, je ne vous en ferai pas la lecture. Il comporte 3 sections, une présentation de problématiques et des conditions d'intégration réussie. Les préalables dont on vous fait part pour réussir l'intégration des nouveaux enseignants, un projet éducatif qui incarne la culture institutionnelle. Ben voilà, c'est une référence. Une procédure de sélection du personnel qui assure la compatibilité des valeurs du candidat avec le projet éducatif de l'établissement. Et une supervision professionnelle active et aidante. Ces préalables étant acquis, on le suppose, mais en même temps, on mentionnait aux gens, écoutez, si ces préalables-là ne sont pas des réalités dans vos milieux, ben, il faut faire en sorte qu'ils deviennent des réalités. La problématique,
des nouveaux enseignants, c'est le contexte psychologique décrit la réalité à l'intérieur de laquelle ils arrivent. Cette réalité, elle comporte des aspects positifs et des facteurs de risque, du point de vue de l'employeur, du point de vue de l'employé et du point de vue des collègues également. On vous fait part que pour ce qui est de l'employeur, un nouvel enseignant, ça règle un problème administratif. Ça peut être vu simplement comme ça. C'est toujours lorsqu'on a un poste à combler comme employeur, on a hâte que ça soit réglé parce qu'on sait que les enfants ont besoin d'un enseignant. C'est important de régler cet aspect-là. Du côté du nouvel enseignant, ça met fin à une période d'insécurité. C'est une période qui est très motivante. Et du côté des collègues, bon, c'est plutôt l'indifférence que l'on pourrait refléter au début. L'indifférence polie, ça dépend des milieux. Il y a des facteurs de risque, cependant. Et qu'on vous dénonce, pour l'employeur, c'est de prendre les choses pour acquis. J'ai trouvé quelqu'un, j'avais hâte que ça se règle, c'est fait, je l'ai rencontré, je lui ai dit des choses bien précises, et la personne sait que si elle a besoin d'aide, je suis là. C'est un facteur de risque. Pour le nouvel enseignant, c'est de s'organiser pour ne pas trop avoir d'ennui. Dissimuler les difficultés quand elles se présentent, et Dieu sait qu'elles peuvent très facilement se présenter. Un parent appelle l'enseignant en question, lui fait part d'une remarque. Vous savez, dans un milieu comme celui que je vous décrivais tout à l'heure, lorsqu'un nouvel enseignant se présente, les parents sont habitués, eux, à la culture du milieu. Ils ont des attentes très fortes. Et si le nouvel enseignant n'entre pas dans le moule dès le point de départ, très facilement les parents vont réagir. Et si les difficultés se présentent à cet effet-là, ou si l'enseignant vit quelque chose de difficile et qu'il le garde pour lui, c'est un facteur de risque. Ne pas demander d'aide non plus à ses pairs, c'est un facteur de risque. Et éviter de prendre des initiatives. L'enseignant qui arrive peut se dire, je vais coller à la réalité du milieu, je vais faire exactement ce qu'on me dit de faire, je profite de ce qui a déjà été développé par mes collègues immédiats, avec ma créativité, je n'ai pas. Ça peut être excessivement malheureux. L'ambivalence des collègues dans ce contexte-là, l'aide qu'on est prêt à lui donner versus la contribution que l'on attend de la personne, le côté des relations interpersonnelles, l'enseignant n'arrive pas dans un milieu neutre, il arrive dans un milieu où il y a des leaders locaux qui ont déjà leur place, qui sont bien identifiés. Il peut y avoir une réalité syndicale dans le milieu, c'est la réalité du secteur privé également, dans certaines écoles, dans d'autres écoles non, mais dans certaines écoles oui. Alors, où va se situer l'enseignant là-dedans? Du côté des leaders, qu'ils soient syndicaux ou non, davantage du côté de la direction, il faut le situer là-dedans. Le succès qu'on lui souhaite versus la popularité pas trop grande qu'on souhaite qu'il ait également, parce qu'il y a des anciens dans le milieu qui sont déjà populaires auprès des élèves. Bon, vous voyez, c'est quand même une réalité tout ça. Je caricature un peu, mais tout ça est expliqué dans le document. Les conditions d'une intégration réussie, on vous fait part de l'importance de l'information. Dès le moment où un enseignant arrive dans le milieu, on fait allusion à une trousse qui peut lui être revenue à son arrivée, la remise d'un dossier d'information qui contient le projet éducatif de l'école. Bon, tout ce qui concerne les relations de travail, les référentiels pédagogiques, le programme de formation, entre autres choses. Est-ce que c'est clair, ça, pour un nouvel enseignant qui arrive maintenant au secondaire, c'est pas du tout évident, actuellement. La politique d'évaluation des apprentissages, qu'elle soit du ministère ou une politique locale, y a-t-il dans l'école des programmes locaux? Y a-t-il des programmes particuliers dans l'école? Y a-t-il, par exemple, un programme d'éducation internationale qui a ses propres exigences et pour lequel l'enseignant doit non seulement avoir de l'information, mais du perfectionnement? Y a-t-il des programmes locaux qui contiennent des enrichissements particuliers? Qu'une école dise, nous, on fait de l'enrichissement en français, en mathématiques, etc. Oui, mais quels sont-ils?
J'ai une minute. Bon, un code de vie. L'information, un guide du personnel régulièrement mis à jour, alors qui contient toutes les informations que l'on peut y trouver. L'intégration administrative, un souci à cet égard-là. Bon, ça c'est relativement facile. L'intégration sociale de l'individu. Est-ce qu'on s'en soucie? Est-ce qu'on a une rencontre signifiante avec lui au point de départ? De la part du directeur de l'établissement. Une visite de l'établissement, ça peut être une question de survie, ça, dans un établissement privé tricentenaire. Un mot officiel dans l'organe prévu de l'établissement. L'assignation d'un parrain. Et l'intégration professionnelle, c'est l'aspect le plus difficile, le plus complexe et le plus important du processus d'intégration parce que ça concerne l'éclosion et le développement professionnel de l'individu. L'intégration professionnelle doit prévoir un processus de supervision professionnelle, un mécanisme formel de parrainage, c'est une recommandation qui apparaît dans le document que vous avez, des échanges fonctionnels avec les collègues qui permettent l'échange de matériel et un perfectionnement, ce que on insiste pour dire dans le document que vous avez que le perfectionnement ne doit surtout pas être réservé au personnel plus ancien, que c'est souvent les personnels, les nouveaux enseignants qui en ont besoin. Des attitudes à avoir, enfin, qui concernent la transparence et la constance dans le processus d'intégration. Je dois m'arrêter là, parce que c'est tout le temps dont je dispose. Et je pense que mes collègues vont ajouter du concret sur tout ça. Exactement.